Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce JT du week-end, au sommaire de l'actualité. MENFOP rentrée scolaire 2018-2019, J-12, le ministre fait le point sur les derniers préparatifs. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Libye, Tripoli en proie à des violents affrontements entre milices et rivales. Nous sommes le vendredi 31 août 2018. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Après les inspecteurs, c'est au tour des chefs d'établissement de prendre connaissance avec la lettre de mission spécifique préparée cette année par le ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, a en effet successivement réuni hier matin les directeurs des écoles des circonscriptions de Djibouti 1, Djibouti 2 et Djibouti 3. La lettre de mission conforme la transformation de l'école engagée cette année, précise en effet le travail attendu de chaque chef d'établissement au cours de la nouvelle année et doit servir de document de base pour l'élaboration du plan de travail annuel. Parmi les points prioritaires contenus dans ce document de cadrage, il faut relever entre autres le renforcement du rôle du chef d'établissement considérant comme le premier conseiller pédagogique de son établissement, la réduction des comptes axés sur le résultat, l'autonomisation des établissements scolaires, le développement des projets de l'établissement, la prise des comptes effectifs du numérique dans l'enseignement. Enfin, le ministre poursuit le dimanche prochain aux rencontres avec le chef des établissements de l'enseignement moyen et secondaire. Écoutons à présent ces quelques réactions qui ont participé à cette réunion. Ce matin, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans une réunion en direct avec le chef d'établissement de la circonscription de Djibouti 1. Nous avons discuté un peu de la rentrée, des nouveautés. Le ministre nous a donné une certaine directive au niveau du port de l'uniforme et de tout ce qui est nouveau pour cette année-là. Donc on a pu être informés dans ce sens-là. Nous avons eu beaucoup d'éclaircissements au niveau de tous nos soucis. Nous avons eu la chance d'avoir le ministre en personne, la première personne du ministère. Donc nous avons transmis aussi nos soucis. Nous sommes à peu près contents de voir le ministre en direct. Tout à fait autre chose, le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, est en visite de travail au Japon, à la tête d'une forte délégation djiboutienne, dont figure le président des autorités des ports et des free zones, M. Aboubakar Omar Hadi. Durant son séjour, le ministre et sa délégation ont rencontré plusieurs autres responsabilités du Japon, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères du Japon, le ministre de la Défense du Japon, et ont rencontré le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale, autrement dit le JBIC, qui est une institution financière publique japonaise. Une agence de crédit de l'exportation de la JBIC est devenue l'aile internationale de la Japon, Finance Corporation, administrée par le ministère des Finances. La banque appartient à 100% au gouvernement japonais. L'objectif principal de l'institution est de promouvoir la coopération économique entre le Japon et les pays outre-mer, en fournissant des ressources aux investissements étrangers, en encourageant le commerce international. Il joue un rôle majeur dans la promotion et des exportations, des importations japonaises dans les activités du pays à l'étranger. La présence de la banque se voit aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Elle s'efforce de contribuer à la stabilité et à l'ordre financier international et à la promotion du développement durable. Le JBIC est préoccupé par les questions sociales et environnementales. Revenons, la ville de Djibouti est sérieusement protégée contre les dangers des crues de l'Oued, d'Ambouli, depuis la construction de la digue sur le lit cet Oued. En effet, dès que les fortes précipitations s'abattent sur les régions environnantes, l'Oued d'Ambouli se transforme en une fleuve de boue et d'eau en furieux, faisant des dégâts très importants, surtout dans les quartiers d'Ambouli et le reste de la ville. Ces images appartiennent au passé depuis la construction en 2007 d'une digue de protection par la direction des grands travaux du ministère de la Culture et renforcent en amont avec le barrage de Ouéa.
actuellement en construction, qui a pour fonction non seulement de retenue d'eau, mais aussi de réducteur de puissance de l'oued d'Ambouli. Le directeur au département... Notamment dans la partie sud. Et dans cette partie sud, l'accent a été mis sur le bassin versant d'Ambouli, où il a beaucoup plu, notamment à Ouéa, Petit Bara et Arta. Et donc de forts écoulements d'eau se sont produits et une forte crue est arrivée. Donc en premier lieu, nous pouvons au cours de l'inspection d'aujourd'hui de la digue d'Ambouli constater que la digue a bien tenu. Cette digue a été achevée en 2007, qui est dans sa 11e année. Nous constatons des visu qu'elle a bien fonctionné et qu'elle a bien protégé des habitations en rive droite. Du côté du barrage, le barrage a servi de tampon. Donc il a freiné les premiers crus qui sont venus du Petit Bara, les a accumulés. Une fois qu'il a été submergé, puisque le volume d'eau qui arrivait était plus important que le niveau du barrage, actuel du barrage qui n'est pas achevé, qui est en cours de construction, l'eau a débordé le barrage, donc a continué sa route pour rejoindre les écoulements qui sont venus des oueds boulées. À Dikil à présent, des fortes pluies avec des vents violents se sont abattues avant-hier soir dans la région de Dikil et dans ses localités périphériques, à savoir Meloud, Yoboki, Asserela et Galamo. Ces pluies avec des grêles accompagnées de bourrasques se sont étendues dans toute la région. Suite à ces pluies, la préfecture de Dikil comptabilise des dégâts matériels importants sur certaines habitations. Par ailleurs, une ambulance de retour de la capitale a été emportée par les eaux de l'oued de Mouloud. Le conducteur seul à bord est sorti vivant avec quelques blessures légères. Des toits des maisons ont été. À cet effet, le préfet par intérim de la région de Dikil, M. Youssouf Ali, accompagné du chef de corps de Dikil, le colonel Idriss Omar Elaye, ont effectué une visite d'inspection sur les conséquences de cette forte précipitation saisonnière et se sont rendus à Mouloud auprès de l'ambulance emportée par l'oued de Mouloud. La question du civisme des Djiboutiens que nous évoquions dans nos journaux récemment restée toujours à l'actualité, qu'il s'agisse d'actes de vandalisme sur la rue de Bourhambe ou des câbles électriques du train de Ali Sebié, pour n'en citer que cela, les dérives de comportement de notre société restent sujettes de nombreuses interrogations et nous interpellent chaque jour. Des dérives qui sont à l'opposé des progrès que pourtant connaît notre pays. C'est le paradoxe d'une société où disparaît d'abord l'apport de chacun envers la communauté. Ces reportages illustrent un exemple de l'attentisme de nos concitoyens. shirkadda samaysa saafan oo buudur ama taydha ee dalkeena waxaa lagu magacaabaa warshada Ilays waxayna ku taalaa zone industrial seed waxaana la asaasay shirkadda Ilays ee samaysa taydha dalkeena bishii Oktoobar sanadkii 2010 warshada samaysa taydha ee Ilays ee dalkeena ayaa iyadu soo saarta qaybo kala gedisan oo taydh ah sida taydha iftin oo 80 gram ah iyo taydha hilaac oo 150 gram ah iyo sidoo kalena leh qayb 40 gram ah iyo taydha job oo 100 gram ah waxaana warshada samaysa taydha ee dalkeena fursado camal si toos ah uga helay 30 qof halka si dadban ay fursado camal uga heleen 20 qof warshada samaysa taydha dalkeena ayaa iyadu waxa ay maalintii soo saartaa 12 ilaa 16 tan oo taydh ah waxayna bishii warshada taydhu soo saartaa 450 tan oo taydh ah. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. En Libye, depuis 4, les combats opposent des milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale, un groupe armé dans la banlieue sud de Tripoli. Le dernier bilan officiel fait d'état de 27 morts et 91 blessés en 4 jours. Ahmed Boudi est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Ahmed Boudi. Bonjour ce matin. En effet, donc, le cessez-le-feu en Libye n'aura duré que quelques heures hier. De violents combats entre milices rivales qui ont éclaté depuis lundi au sud de Tripoli ont repris en fin d'après-midi. Une roquette est abattue sur une maison dans le quartier de Sebia, une banlieue sud-est, tuant 2 adolescents selon un responsable local et des journalistes. Donc les hostilités ont repris également
également dans la région au sud de Tripoli, des habitants ayant fait état de tirs d'armes lourdes et de mitrailleuses. Les forces mandatées donc par le chef du GENA auront notamment pour mission d'obtenir le retrait de 2 camps rivaux des lignes de front et le retour de la vie normale dans les quartiers touchés par les combats. Et selon le ministère de la Santé, 27 personnes ont été tuées et 91 blessés, la plupart des civils, depuis le début des affrontements. Et en Russie, Ahmed, bloqué à l'ONU, un apport critique sur la Corée du Nord. La Russie a bloqué effectivement à l'ONU un rapport critique d'experts chargés de l'application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, car Moscou est en désaccord sur certains de ces éléments, une première depuis l'imposition en 2017 de vastes mesures économiques contre ce pays. Son étroitesse et la proximité des ambassadeurs autour d'une table en forme de fer à cheval sont censés faciliter les échanges et les compromis, et selon une source diplomatique également s'exprimant sous couvert d'anonymat, la Russie rapproche donc notamment aux experts de mentionner dans leurs documents que la Corée du Nord a dépassé cette année son quota d'importation de pétrole fixé par une résolution des sanctions adoptée l'année dernière. Et dans la bureaucratie onusienne ce matin, les rapports réalisés par des experts de l'ONU sont transmis au comité de sanctions créé pour tel ou tel pays. Les 15 membres de la plus haute instance de l'ONU siègent dans ce comité qui, après examen, transmettent formellement le document des experts au Conseil de sécurité pour être publié. Allant en direction aux États-Unis, Ahmed, Donald Trump menace l'OMC d'un retrait américain. C'est dans un entretien accordé à l'agence Bloomberg News hier que Donald Trump juge que l'offre de l'Union européenne d'abandonner les droits de douane sur les importations automobiles américaines n'est pas suffisante. Pour faire bonne mesure et montrer son déplaisir, le président a comparé l'Union européenne à la Chine, à laquelle il livre une véritable guerre commerciale. L'Union européenne est presque aussi terrible que la Chine, mais au plus petit, a-t-il lancé. La Chine, envers qui la colère de Donald Trump ne retombe pas, le président américain serait prêt à taxer 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Et dans la même veine de menaces, il a fait une tactique de négociation commerciale. Trump a averti que la première économie du monde pourrait sortir de l'Organisation mondiale du commerce si l'OMC ne se restructure pas. Et enfin, Ahmed, au Venezuela, le gouvernement espagnol propose d'instaurer des quotas. Et oui, en visite en Amérique latine, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a proposé hier la mise en place d'un système de quotas pour accueillir les centaines de milliers de migrants vénézuéliens fuyant leur pays en crise. Cet été, une dizaine de pays européens volontaires ont accepté de se repartir. Une partie des migrants arrivés dans 6 bateaux en Italie, en Espagne et à Malte, mais il s'agit, ça m'attarde, d'accords au cas par cas, et le bras de fer se poursuit en Europe, où de profondes divergences existent entre les pays sur cette question. Des quotas de répartition qui entre 2015 et 2017 de réfugiés avaient été instaurés en Europe, mais plusieurs pays avaient refusé de les appliquer, tandis que d'autres ne s'y étaient pas pliés qu'au ralenti. Samatar. Merci Ahmed Hamad. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de la télévision djiboutienne.